Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Non me lo toglierete! That's good. Salut tout le monde. Alors l'actu de la semaine, c'était évidemment la victoire aux législatives italiennes de Giorgia Meloni, et cet événement va sous-tendre un peu nos réflexions d'aujourd'hui, puisque à la suite de ce succès électoral de Meloni, on a pu voir tout un tas de réactions assez variées, notamment à droite chez nos amis Julien Rochdy, Thaïs Descuffon, etc., qui en étaient absolument ravis, et puis on a aussi vu dans des médias libéraux mais plus centristes, une certaine inquiétude, ou en tout cas disons des qualificatifs péjoratifs à propos de Meloni et de son parti, Fratelli d'Italia, qui seraient des néofascistes et ou des héritiers de Mussolini. Et du coup je trouvais ça intéressant aujourd'hui de se pencher sur cette question, qu'est-ce qui fait le fascisme? Est-ce que le fascisme peut renaître? Etc. Alors en général j'aime pas trop qu'on emploie des mots chargés comme ça à tort et à travers, et c'est pas valable que pour celui-là d'ailleurs, j'aime pas par exemple quand on vient dire communiste à quelqu'un dès qu'il dit que peut-être l'État pourrait conserver un monopole sur certains secteurs. Nom de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Pour autant, il me semble que la question est pas inintéressante et que justement, c'est parce que certains ont tendance à voir du facho partout que c'est d'autant plus intéressant de réfléchir à ce qui fait l'essence du fascisme, si tant est qu'il en ait une, et pour ça on va s'appuyer sur deux sources, qui sont pas tout à fait d'accord entre elles d'ailleurs. D'une part, un court essai d'Umberto Eco, édité par Grasset sous le nom « Reconnaître le fascisme », c'est en fait tiré d'une conférence qu'il a donnée en 95 à Columbia, et la seconde source c'est un livre d'Emilio Gentile, qui est un peu un spécialiste de la question, et qui s'appelle « Qu'est-ce que le fascisme ?», livre d'ailleurs sur lequel même à droite, visiblement, certains s'appuient. Si je ne devais vous conseiller qu'un seul livre, ce serait celui-ci, Qu'est-ce que le fascisme d'Emilio Gentile, un spécialiste italien reconnu. Donc ça c'est Thaïs Descuffon, elle s'est faite connaître en 2020 en participant à une opération de com où, vous vous souvenez, des militants de Génération Identitaire étaient montés sur le toit d'un immeuble pour y accrocher une banderole en marge d'une manifestation initiée par le comité Adama, et depuis Thaïs Descuffon elle s'est reconvertie en une genre d'influenceuse politique, elle gravite d'ailleurs autour de gens dont on a déjà parlé sur la chaîne, des gens comme Julien Rochdy, Papacito, Baptiste Marchais, etc. Et donc en s'appuyant sur Gentile, Thaïs définit le fascisme d'une certaine façon, ce qui lui permet de dire, et pour le coup elle trahit pas tellement la pensée de Gentile, que le mouvement porté par Giorgia Meloni n'est pas fasciste. Mais alors, Giorgia Meloni est-elle fasciste? Dans une vidéo précédente, peut-être l'avez-vous vu, mais j'avais fait un test basé sur 7 critères pour définir ce qu'était le fascisme. Je ne prétends pas avoir la science infuse et la réponse finale et absolue, mais je pense que cette définition peut vous aider à identifier globalement ce qu'est le fascisme et ce qui ne l'est pas. 1. Religion politique. 2. Parti-État. 3. Milice politique et militarisation de la société. 4. Stratégie révolutionnaire et idéal réactionnaire. 5. Radicalement anti-égalitaire. 6. Antilibéral et anti-marxiste. Et 7. Croyance dans le progrès technique mais pas dans le progrès moral. Meloni ne propose pas de reconstituer l'Empire romain ou de mettre un terme à la démocratie. Concrètement, à part quelques symboles et quelques dérapages, ce sont des populistes de droite classique. Alors comme je vous l'ai dit, elle trahit pas la pensée d'Emilio Gentile, et on va y venir. Par contre, je pense que Umberto Eco, pour sa part, serait pas tout à fait d'accord avec ça. Alors brièvement, Umberto Eco c'était à la fois un romancier et un universitaire italien, et sa perspective sur le fascisme, elle me semble intéressante parce que elle combine une réflexion à vocation, on va dire, universitaire, au vécu personnel d'Umberto Eco, puisqu'il est né au début des années 30, et donc il a grandi dans l'Italie fasciste de Mussolini. Donc dans la conférence dont est tiré Reconnaître le fascisme, Eco donne une liste de 14 points qui sont caractéristiques de ce que lui il appelle le Urfascisme. Alors Urfascisme ça veut dire quoi? En fait, Ur c'est un préfixe en allemand qui implique qu'on parle de la forme primitive de quelque chose, sa forme originelle si vous voulez. Donc on pourrait aussi parler par exemple de fascisme primordial ou de proto-fascisme en l'occurrence. Je vous cite tout de suite un premier extrait qui explique ça. Je crois possible d'établir une liste de caractéristiques typiques de ce que je voudrais appeler l'urfascisme, c'est-à-dire le fascisme primitif et éternel. Impossible d'incorporer ces caractéristiques dans un système, beaucoup se contredisent réciproquement et sont typiques d'autres formes de despotisme ou de fanatisme, mais il suffit qu'une seule d'entre elles soit présente pour faire coaguler une nébuleuse fasciste. Et ça c'est quelque chose de très important à comprendre par rapport à la position défendue par Umberto Eco. Pour lui, le fascisme est complètement protéiforme, même dans sa version mussolinienne d'origine. Au fil des années, le régime du Duce s'est tortillé comme une anguille pour être tantôt révolutionnaire, tantôt conservateur, tantôt républicain, tantôt royaliste, et ça c'est vraiment important à prendre en compte, parce que ça évite de tomber dans des débats un peu stériles comme ceux qu'on a vus entre, par exemple, Mulch et Zioclo sur cette question-là. Le fascisme c'est une idéologie, donc tu peux pas dire il manquerait la prise du pouvoir. Qu'est-ce qui lui manque pour être fasciste? Ce qui fait un fasciste en fait quoi. Donc c'est quoi? Vas-y, dis, réponds à la question. Réponds à la question, Zioclo. Qu'est-ce qui lui manque, Zioclo? Justement, j'ai un second extrait de Reconnaître le fascisme à vous partager, dans lequel Eco explique très bien cet aspect protéiforme du régime de Mussolini. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique,
C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église et une éducation étatique exaltant la violence, le contrôle absolu de l'État et le libre marché? Le parti fasciste était né en proclamant son nouvel ordre révolutionnaire, mais il tirait son financement de propriétaires terriens ultra-conservateurs qui attendaient une contre-révolution. Le fascisme des débuts était républicain, et il a survécu pendant 20 ans en proclamant sa loyauté envers la famille royale, en permettant à un duce d'aller de l'avant bras dessus avec un roi, auquel il offrit même le titre d'empereur. Lorsque, en 1943, le roi congédia Mussolini, le parti réapparut 2 mois plus tard, avec l'aide des Allemands, sous le drapeau d'une république sociale, recyclant son ancienne partition révolutionnaire, enrichie d'accents presque jacobins. Alors je vais pas vous faire la liste des 14 points qu'Eco fournit dans cette conférence, ça va du culte de la tradition au machisme exacerbé en passant par le rejet de l'esprit critique. Il y a tout un tas de graphes plus ou moins bien faits qui résument ces 14 points, mais honnêtement, moi je vous recommande surtout de lire le bouquin en fait, parce que c'est très court, c'est genre une 30aine de pages. Je vous mettrai des liens en tout cas en description si ça vous intéresse, mais moi ce qui me plaît dans la réflexion d'Umberto Eco, c'est qu'il s'appuie aussi sur Wittgenstein et sur ses notions de jeu de langage et d'air de famille. Et pour faire court, ce que dit Eco, c'est qu'un mouvement politique n'a pas besoin de réunir les 14 points qui font le urfascisme pour avoir une ressemblance, un air de famille, avec celui-ci. Et ça me paraît pas déconnant. Pour autant, effectivement, notre seconde référence, Gentile, n'est pas tout à fait du même avis sur cette question. Alors rapidement, Emilio Gentile, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rome, il est notamment spécialiste du fascisme de Mussolini, il a d'ailleurs été l'élève de Renzo De Felice, qui lui-même était historien spécialiste de ce sujet, et biographe de Mussolini. Et justement, il y a quelques années, Gentile avait été interviewé par un journaliste de Ouest France sur des questions connexes, et à cette occasion, il avait précisé que malgré son admiration pour Eco, il n'était pas d'accord avec sa vision du fascisme, et il avait même expliqué que pour lui, le fascisme, c'est à la fois le totalitarisme, la militarisation et la volonté impérialiste. Il disait d'ailleurs qu'aujourd'hui on peut plutôt parler de nationalisme ou de racisme, que ça lui paraît plus approprié, et en plus que la confusion des termes, le fait de rendre le mot fascisme synonyme de racisme ou de populisme, ça dessert les démocrates. Et ça dessert aussi d'ailleurs la compréhension du phénomène. Il a rajouté aussi que durant tout le 19e siècle, des mouvements similaires avaient existé en France et en Angleterre, ainsi qu'aux États-Unis, et que donc le racisme, la xénophobie, le populisme peuvent faire partie de la démocratie. Et c'est tout à fait ce qu'on voit chez Thaïs Descuffon, par exemple. Le mot populiste, elle a que celui-là à la bouche quand elle parle de Giorgia Meloni. Populiste, 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 populiste. Et pour elle, c'est pas du tout une insulte, populiste. C'est au contraire quelque chose dont il faudrait être fier, justement parce qu'elle pense qu'elle porte une idéologie qui pourrait avoir un avenir démocratique. Alors, in fine, est-ce que Meloni ou même Thaïs, Juju, Papacito, etc. sont des fascistes? Mais peu importe en fait. Ce qui compte, c'est pas tellement le label, ce qui compte, c'est leurs idées. Et vous l'aurez compris, moi, leurs idées, elles me plaisent pas. Notamment parce que j'ai de très très gros doutes sur la sincérité de ceux qui, parmi eux, prétendent être des démocrates. Et au final, le désaccord entre Eco et Gentile, il est pas si profond que ça, parce que, comme moi, c'est ça leur crainte. Puisque comme dit Eco, on trouve toujours derrière un régime et son idéologie une façon de penser et de sentir, une série d'habitudes culturelles, une nébuleuse d'instincts obscurs et de pulsions insondables. Et pour conclure, je vais vous citer un dernier extrait du livre de Gentile qui va dans ce sens-là aussi. C'est à la toute fin de son ouvrage Qu'est-ce que le fascisme ? Je cite: l'interprétation proposée dans ce livre ne relègue pas le problème du fascisme dans un passé lointain et révolu, au même titre que le féodalisme. Elle impose au contraire d'étudier le fascisme comme l'aspect essentiel d'un problème tout aussi dramatique et potentiellement tragique et actuel, à savoir la vulnérabilité de la démocratie libérale face aux défis de mouvements qui réussissent à mobiliser les passions collectives au nom d'idéologies intégristes et intolérantes, brutales et agressives. Les études sur le fascisme réunies dans ce livre entendent fournir matière à réfléchir également sur la fragilité de la démocratie libérale, dans une époque de la modernité qui n'a pas cessé de cultiver le fanatisme de la haine comme une vertu humaine noble. Emilio Gentile.